Bon, c'est la deuxième intervention que je fais. J'en avais fait une la dernière mensuelle au mois de janvier sur le cadre global de la planification écologique telle qu'elle était pensée à l'échelle nationale. Là, je vais présenter des choses pas très sympathiques. Il y aura plein de sigles très embêtants, mais c'est intéressant de se pencher quand même sur ces sujets-là. Alors, Paul avait décidé d'appeler ça le millefeuille. Euh, Après avoir travaillé le sujet, je me demande si c'est pas plutôt le crumble qu'il faudrait dire. C'est un peu moins structuré qu'un millefeuille. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, j'ai pas encore tout compris, mais c'est intéressant de se poser des questions sur la façon dont la transition écologique est planifiée et comment elle s'intègre dans les différents niveaux régionaux. Donc, on va parler ce soir du SRADET, qui est le schéma régional d'adaptation du développement durable et d'égalité des territoires, échelle régionale. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale à l'échelle on verra la région, c'est la moitié du département de Meurthe-et-Moselle. Le PLU, PLUI, qui est le plan local d'urbanisme intercommunal. Le PCAET, plan climat, air, énergie territoriale. Le P2M, plan métropolitain des mobilités sur l'ensemble de la métropole. La ZFE, la zone de faible émission, etc. Donc tous ces sigles-là, ça correspond à des documents stratégiques, documents de planification, des documents d'urbanisme qui fixent les règles sur la façon dont on va intégrer finalement la transition, on va planifier finalement les choses à différentes échelles. Donc, on va essayer de voir un peu quels sont les domaines sur lesquels on travaille, comment ces documents se mettent à jour, comment ils sont opposables ou pas, etc. Et puis, ensuite, on se posera la question de savoir pourquoi c'est utile justement de s'intéresser à ce type de documents. Et je ferai un focus sur la thématique mobilité et intermodalité, parce que c'est un thème qu'on va traiter, tu n'en as pas encore parlé parce que c'est au mois de juin, mais c'est quelque chose qu'on va traiter dans une table ronde qu'on essaye de mettre en place pour la fin juin. Et donc là, j'ai commencé déjà à travailler ce sujet pour avoir des informations. Alors, quand on parle de millefeuille, alors là, effectivement, oui, on peut s'intéresser à ces choses-là. Vous savez que les régions ont certaines compétences. Oh, on ne voit pas le haut, là, ferme des comptes, là. Oui. Tu ne peux pas effacer le. C'est difficilement bien l'enlever. Je ne sais pas si quelqu'un connaît bien la manip, mais celui-là, il Bon, ne pas pas. grave, c'est pas très important. Vous voyez que les compétences sont variables sur la région, le département, les communes, les intercommunalités, les communes, et, euh, et on voit que tout le monde s'occupe un peu de tout, mais alors il y a des spécificités évidemment. La région s'occupe, par exemple, dans l'enseignement des lycées, le département va s'occuper des transports scolaires, etc. Et puis les communes s'occupent des écoles, le département s'occupe des collèges, etc. Donc vous voyez qu'il y a une répartition par domaine dans ces différentes structures de collectivité. Et si on regarde par exemple le sujet, ça passe plus. Pardon, si on regarde le sujet des transports, parce que je voudrais faire un focus sur le transport, eh ben, on voit que la région s'occupe des transports régionaux, évidemment, le département s'occupe des transports scolaires, etc. L'intercommunalité s'occupe des transports au niveau communal et au niveau intercommunal. Mais on s'aperçoit que la région s'occupe également d'un plan vélo à l'échelle régionale et des véloroutes, que le département travaille aussi sur ces interconnexions entre les différentes voies cyclables, etc. Donc on s'aperçoit que sur une thématique donnée, on a plusieurs intervenants à l'échelle régionale ou départementale ou intercommunale, et que ça pose évidemment des problèmes quand il faut harmoniser l'ensemble. Donc il y a des documents qui permettent de gérer tout ça. Ok, donc vous voyez que par exemple sur la thématique des transports, la région est impliquée, les intercommunalités, les départements, les communes, etc. Donc si on veut traiter cette thématique-là et s'intéresser à l'évolution des mobilités, il faudra avoir des interlocuteurs un peu partout et avoir une harmonisation des documents stratégiques de planification, évidemment, entre ces différentes intercommunalités, entre ces établissements, ces collectivités territoriales. Alors, à l'échelle nationale et internationale, vous voyez que pour les enjeux qui intéressent
notre communauté, c'est-à-dire les enjeux énergétiques, les enjeux climat, et là en particulier la réduction des gaz à effet de serre. On a différents niveaux, les niveaux internationaux avec les COP qui produisent l'accord de Paris. Derrière, ça se décline au niveau européen avec les programmes Fit 55, le paquet, le Green Deal européen. Et puis au niveau national, on a plein de programmations avec le PNACC, le Plan national d'adaptation au changement climatique, et puis la SNBC, la stratégie bas carbone, etc. La stratégie nationale de la biodiversité, parce que c'est un thème qu'il ne faut pas oublier non plus dans l'évolution des transitions, et puis les niveaux régionaux avec le SRADET, etc., les niveaux territoriaux avec le PCAET, les SCOT, les PLU, dont je vais plutôt parler aujourd'hui. Donc je vais m'intéresser plutôt ici aux couches basses, sachant que les couches hautes, j'en avais parlé déjà le mois dernier. Alors, les différents documents de structure comme ça, est-ce qu'il faut que j'appuie pour avoir le laser, c'est au-dessus. D'accord, ok. Donc, vous voyez les documents nationaux ici, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le PNACC, donc le plan national d'adaptation au changement climatique, la stratégie nationale de la biodiversité, la stratégie régionale de la biodiversité, et au niveau régional, pour tout ce qui est développement durable, égalité des territoires, le SRADET, et c'est de ça dont on va parler. Alors, vous voyez que c'est... Et puis ensuite, au niveau intercommunal, on a le plan climat, les stratégies de cohérence, cohérence territoriale. Là, le PDU, c'est le plan de développement urbain, de déplacement urbain qui correspond au P2M. Le PLUI, c'est l'ancien plan d'occupation des sols qui s'appelle aujourd'hui plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, ces documents-là sont très structurants à l'échelle régionale, à l'échelle intercommunale et communale. Ça, c'est le SRADET, c'est à l'échelle régionale. Mais évidemment, ces documents sont liés, ils ne peuvent pas être incohérents. Donc, si vous prenez la cohérence territoriale, eh ben, elle doit être évidemment compatible avec le SRADET, avec le niveau régional, et elle doit prendre en compte les orientations fondamentales qui sont dans le SRADET. En fait, c'est une lecture locale d'éléments régionaux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, sur quel territoire ça s'applique? Ça, c'est le territoire de la région Lorraine. Donc, c'est le SRADET qui s'applique sur ce territoire-là. Sur la partie schéma de cohérence territoriale, c'est la moitié du département de la Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire en fait les 13 intercommunalités, les 13 EPCI, les 13 rassemblements de communes qui se trouvent dans le sud de Meurthe-et-Moselle, avec la métropole de Nancy au milieu. Ça représente 13 intercommunalités, ça fait 434 communes. C'est ce qu'on appelle le territoire du SCOT. Les plans climat. La région, c'est le Grand Est. Pardon? Je dis la région, c'est la Lorraine. Non, la proteste. La région, la région. J'ai dit la Lorraine, pardon. Oui, oui, la région. La région. Ça gêne personne ici. Non. Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, bien sûr. Donc, ça, c'est la région. Alors, les plans climat qui correspondent à des territoires aussi particuliers, vous voyez que sur l'ensemble de la région, il y a plein de plans climat qui correspondent à des territoires particuliers, qui sont à des états d'avancement variés. Bon, les verts sont appliqués, les jaunes sont en train d'être étudiés, les rouges sont pas là, les blancs sont pas encore faits, etc. Vous voyez que en termes de plan climat, il y a encore du travail à faire pour qu'on ait à l'ensemble du territoire quelque chose d'harmonisé. Alors, on va se focaliser là sur le SRADET, le PCAET, le SCOT et les plans locaux d'urbanisme, qui sont les sujets sur lesquels on a actuellement, nous, au Shifter, des choses à dire, parce qu'ils sont en cours de modification pour certains, et on a des choses à faire. Alors, comme je ne vois pas les titres, c'est un petit peu embêtant. Oui, les titres, on n'arrive pas. Si je l'enlève, on risque de retrouver le même problème. Bon, non, mais laisse tomber, alors, c'est pas... Donc, le SRADET, donc ce schéma régional d'adaptation, de développement durable et d'égalité des territoires, c'est quelque chose qui est né relativement récemment, en 2015. C'est la loi NOTRe de 2015 qui oblige les régions
à développer ce type de document. Ça intègre des anciens schémas régionaux qui préexistaient. Et donc là, on a quand même une simplification administrative. Alors, ce document, il est extrêmement important. Vous voyez les thèmes, les domaines sur lesquels il travaille, hein. L'implantation des infrastructures, le désenclavement des territoires ruraux, bien sûr l'habitat, la gestion des espaces, l'intermodalité et le développement des transports, on parlera de ça particulièrement tout à l'heure, la maîtrise de l'énergie, la lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, etc., la biodiversité. Donc vous voyez que c'est multi-thématique et c'est des documents extrêmement structurants. C'est bien sûr le Conseil général qui le pilote. Le SRADET du Grand Est, donc de notre région, a été adopté en novembre 2019. Il est en cours de révision. Voilà comment ça se compose. Ça se compose de deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le rapport, avec un diagnostic. Évidemment, quand on fait de la planification, on commence déjà par faire un diagnostic. Puis ensuite, on définit des grands axes stratégiques. Ça s'appelle le rapport. Et puis ensuite, on a le fascicule avec les règles générales. Pourquoi des règles générales? Simplement parce que la réalisation des choses va se faire à l'échelle d'en dessous. Donc, il faut fixer des règles régionales de façon à ce que, ensuite, dans les différents territoires, il y ait une utilisation de ces règles dans les différents autres documents de planification. Alors, si on regarde, voilà la composition d'un SRADET. Donc, on fait un état des lieux, on mesure les enjeux, on définit une stratégie, des objectifs, et ça donne le rapport, hein, les premiers documents. Et ensuite, on a cette deuxième partie qui est les différentes règles, sachant que les règles sont opposables. Hein, les règles générales sont opposables dans les SCOT, dans les PCAET, dans les plans de développement et dans les PLU. Autrement dit, l'ensemble des documents d'en dessous doivent absolument tenir compte des règles qui sont définies à l'échelle régionale. Donc c'est extrêmement important parce que ça ne peut pas se dégager. C'est-à-dire qu'il faut absolument suivre dans ces documents du niveau d'en dessous les règles qui sont définies. C'est descendant, c'est pas. Pardon? C'est descendant. C'est descendant, oui, c'est descendant. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi, comme ces documents ont des rythmes de mise à jour différents, et que par rapport à ces documents, on a aussi des modifications législatives qui imposent des intégrations, on a quelquefois des petits problèmes d'ajustement, hein. Donc, il faut voir que c'est pas toujours aussi simple. Mais c'est descendant dans le principe, mais en fait, dans la réalité de la construction de ces documents, c'est pas toujours aussi clair. Alors, si on prend le SRADET, il est en cours de modification. Il a été, là, il est presque fini, je dirais presque approuvé, hein, on est à peu près là. Simplement parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions réglementaires. Il y a eu une loi qui s'appelle Climat et Résilience. La loi Climat et Résilience, c'est la loi qui a suivi comment ça s'appelait, la Convention pour le climat. C'est-à-dire, en fait, suite à la Convention aux 150 mesures de la Convention pour le climat, il y a une loi qui est passée, qui est la loi Résilience, qui a imposé un certain nombre de choses. Évidemment, cette loi, derrière, doit être appliquée dans les différents documents. Donc, les SRADET doivent prendre en compte ça, en particulier un objectif extrêmement important, qui est l'objectif zéro artificialisation nette, qui est un objectif pour 2050, qui est qu'on ne pourra plus en 2050 artificialiser sans désartificialiser autre part. Donc ça entraîne énormément de choses, puisque malheureusement le sol, c'est extrêmement contraint, et donc il faut l'intégrer. Donc ça, c'est la loi. Climat et résilience, il y a la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la gestion des déchets, des dépôts sauvages, la prolifération des plastiques, etc. Tous ces domaines-là doivent être également intégrés dans le document SRADET. Et la loi orientation des mobilités, en particulier les plans vélo, etc. Et on verra que là aussi, il y a des modifications obligatoires dans les SRADET et donc dans les documents en dessous qui traitent des autres niveaux. Alors, il y a eu un certain nombre, donc vous voyez, ça a démarré en 2022, en début 2022, hein, et on est en 2024, et là, le nouveau SRADET va être approuvé. Bon, alors il y a eu un certain nombre de rencontres publiques. Moi, j'ai participé en juin 2023 à des rencontres ici sur l'évolution du SRADET, justement pour l'intégration du zéro artificialisation net.
parce qu'il y a eu des rencontres un peu en région. Il y en a eu une à Nancy à laquelle j'ai participé, mais aujourd'hui, voilà, on en est là. Hein. Le document va être bientôt approuvé, mais il y a pas mal encore de petits problèmes. Alors, ces documents sont consultables, bien sûr, en ligne, et pendant cette période-là, il y a eu une phase ici de consultation du public, hein, à l'automne dernier, où on a pu déposer un certain nombre de commentaires et d'avis sur les orientations stratégiques de ce SRADER. Donc ça, c'est quelque chose qui existe toujours. Là, on n'a pas fait, enfin, nous, shifters, on n'a pas fait de remarques particulières. C'est dommage, on aurait dû peut-être. Mais On pourrait le faire, il y aura une autre enquête publique. Hein. il y aura derrière, de toute façon, effectivement, encore une enquête publique. Alors, en faisant un focus sur le plan mobilité à l'échelle régionale, il y a un objectif particulier dans le STRADET qui est développer l'intermodalité et les mobilités nouvelles au quotidien. C'est un objectif extrêmement clair, identifié sous cette forme-là, avec un certain nombre d'actions qui correspondent à des choses, favoriser le développement des modes actifs comme le vélo, etc., pour le tourisme. Donc là, c'est la déclinaison régionale d'un plan national sur le vélo, mais on a aussi des initiatives sur le désenclavement des territoires isolés, on a, etc. Ça correspond, ça, à des grands objectifs qui sont à l'échelle régionale et qu'on va retrouver dans les documents en dessous. Autre focus dans un autre objectif qui traite également de mobilité, qui est l'objectif 22, moderniser les infrastructures de transport, tout mode et désenclaver les territoires. Alors évidemment, ça traite aussi, ça impose des liaisons avec la SNCF pour savoir ce qu'on va faire, mais également tout ce qui est canaux avec le réseau fluvial et tout ce qui est routier. Donc on a aussi là, évidemment, un certain nombre d'intervenants et de partenaires avec lesquels il faut travailler à l'échelle régionale. Vous voyez que quand on traite des mobilités, il faut connaître un peu tous ces sujets pour pouvoir avoir un avis correct. Alors, si on regarde à l'échelle maintenant du SCOT, donc à l'échelle d'en dessous, le SCOT, c'est un document qui dit document intégrateur. C'est un schéma de cohérence territoriale. Donc là, il est défini sur le territoire du sud Meurthe-et-Mosellan, 13 intercommunalités. C'est extrêmement présent pour nous. C'est vraiment les bassins de vie, ça. Donc, et là-dessus, il faut être très cohérent. Donc, il y a un lien avec, évidemment, le STRADET. Et derrière, le SCOT va se décliner sur les problèmes d'urbanisme avec le plan local d'urbanisme, sur les problèmes de climat, enfin d'adaptation au changement climatique, qualité de l'air avec le PCAET, sur le problème de mobilité et sur les problèmes d'habitat également, mais là, en l'occurrence, pour nous, c'est le PLUI. Donc le SCOT, c'est un truc central, vraiment important, c'est un document assez fondamental. Il est également aujourd'hui en peu de mal, d'habitude. Alors, en ce qui concerne le SCOT, donc encore une fois, c'est un document de planification. Donc, on fait un état des lieux, on définit une stratégie, ce qu'on appelle un projet d'aménagement stratégique, et puis derrière, on va définir un certain nombre d'actions. On est toujours dans cette logique, avec un travail qui s'étale malheureusement sur, je trouve personnellement, un peu trop longtemps. Les grands items du SRADET, c'était quoi? Alors, on parle. Non, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup. On parle d'alimentation, quelquefois. On parle de choses comme ça, mais on ne parle pas effectivement d'agriculture en tant que telle. On parle d'agriculture quand on parle de gestion du territoire. Parce que, encore une fois, le territoire, c'est quelque chose qui est extrêmement contraint. C'est contraint pour installer des infrastructures de transport, c'est contraint pour installer du développement d'habitat, c'est contraint pour installer de l'agriculture, de la forêt, pour installer également des entreprises, etc. Donc, il y a une forte demande. Donc, il faut harmoniser tout ça. Donc, c'est à ce titre-là qu'on peut parler de protection du terrain pour des terres agricoles. Effectivement, ça existe. Mais ce n'est pas l'objet complètement. Le SCOT, c'est quand même de l'aménagement du territoire. Donc, excusez-moi, que ce soit dans le STRADET ou le SCOT, l'agriculture, elle est rattachée à l'économie.
Et ça se voit, approche transversale, c'est les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières. Bien sûr. Mais le SRADET, c'est pareil, c'est dans le volet économie, il y a un volet spécifique agriculture. OK. Le SCOT, c'est effectivement ça traite des activités économiques, hein, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, et en particulier, ça traite de l'attractivité du territoire. Il y a une forte volonté dans le SCOT de développer l'attractivité du territoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça traite de logement, d'habitat, de développement économique, d'organisation de mobilité, parce que si les gens travaillent et habitent, il faut organiser les mobilités, et ça traite évidemment de tout ce qui est transition écologique. Alors, la révision du SCOT Sud 54 a eu lieu. Il vient d'être approuvé fin décembre, là, mais il est donc aujourd'hui, la concertation a eu lieu, il est arrêté, il a été approuvé localement. Maintenant, il va passer en discussion. Non, j'ai l'impression qu'il est arrêté, ça y est. Il est arrêté. Oui, il est validé. Il est validé, mais il n'y a pas d'enquête publique apparemment. C'est pas obligatoire pour les SCOT. Alors, il y a eu des réunions publiques tout au long de la Constitution. Il y a eu des réunions publiques. Moi, j'ai assisté à une réunion publique. Personne n'était prévenu et elle se passait à 15h30, pas loin d'ici. C'est-à-dire qu'en fait, on était 10, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que manifestement, il n'y a pas vraiment une volonté d'ouvrir à la concertation sur ce type de document. En tout cas, c'était particulièrement difficile de discuter du contenu du SCOT avant qu'il soit arrêté. Alors, tous ces documents sont disponibles sur le site du SCOT 54. Il y a le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs. Ça, c'est vraiment la composition, et puis des annexes, qui est le diagnostic, etc. Donc, on est toujours dans une logique. On fait un diagnostic, on définit une stratégie, et ensuite, on définit des objectifs précis pour appliquer cette stratégie. Sur le plan des mobilités, sur le territoire du SCOT stratégique, dans le projet d'aménagement stratégique, il y a une partie diagnostic et enjeux sur la mobilité. Là, j'ai extrait un certain nombre de choses qui sont spécifiques de la mobilité dans ce document. Et bien sûr, on parle des transports, de l'usage de la voiture, de désenclaver les régions, les zones rurales. Et bien sûr, il faut réorganiser. L'enjeu, c'est favoriser la décarbonation des mobilités, parce qu'on s'aperçoit que même s'il y a une baisse de l'usage de la voiture en ville, il y a une forte utilisation de la voiture dans les zones rurales. Et donc, il faut absolument réussir à décarboner et à développer les mobilités actives. C'est quand même ça l'enjeu majeur dans le plan mobilité du SCOT. Alors, dans le document d'orientation et d'objectifs, vous voyez là que les actions qui sont préconisées, renforcer l'intermodalité, c'est extrêmement important. Organiser le développement urbain sur les polarités. Alors, il faut voir que le SCOT 54, il y a la métropole de Nancy, et puis il y a Toul, Pont-à-Mousson, Lunéville, Vézelise. On a un certain nombre de pôles comme ça autour, et donc il faut absolument organiser correctement l'attractivité vers ces pôles et la circulation entre ces différents pôles. C'est ça qui est vraiment noté. Donc, il faut bien sûr développer l'intermodalité, développer les modes actifs, aménager les gares et les abords. Vous voyez qu'il y a différentes actions qui sont précisées. Prolonger les réseaux cyclables, organiser des liaisons cyclables. Il y a beaucoup de choses aussi autour du vélo. Donc, tout ça est dans la documentation d'orientation et d'objectifs du SCOT. Donc, il faut lire ces documents. Un peu rébarbatifs, mais intéressants quand on traite d'un sujet donné. Le plan climat, air, énergie territoriale. Alors là, c'est un document, ça traite là de périmètre métropolitain, donc des 20 communes de la métropole. Et ce plan climat, ça traite de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation au changement climatique, de la sobriété énergétique, de la qualité de l'air et du développement des énergies renouvelables. Ça, c'est les grands thèmes qui sont traités. Les PCAET, donc c'est sous la responsabilité des EPCI. Donc la métropole de Nancy est un EPCI et donc a développé un PCAET. Alors c'est obligatoire pour les communes de plus de 50 000 habitants.
voilà, et maintenant de plus de 20 000. Donc, on est largement. Alors, le premier PCAET, il est daté de quand? 2012. 2012, voilà. Et donc là, on est dans le deuxième. Alors, ça s'appelait PCET autrefois, c'est-à-dire le volet air, qualité de l'air, a été réintégré. Très bien. Et ça vient de la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Donc, il y a le volet air qui a été intégré, mais il y a eu énormément d'autres choses sur les énergies de récupération, etc. Donc, un certain nombre de points, les énergies renouvelables. Donc, le PCAET de la métropole du Grand Nancy a été adopté le 30 mars 2023. Il y a eu des consultations, des recueils des avis, et les shifters ont émis un avis qui a été déposé le 1er février. Donc, voilà, qui a été porté par Paul, Aline, etc., un certain nombre de personnes, Isabelle, et qui finalement a été apporté sur les différents axes du plan climat de la métropole. Alors, il y a 6 axes. Le premier, c'est accompagner la transition du parc bâti du territoire. Le deuxième, accélérer. Alors là, c'est les mobilités durables et décarbonées, donc extrêmement intéressant. Le troisième, les transitions vers une économie bas carbone, donc ça correspond à l'industrie. Adapter le territoire, agir collectivement en faveur des transitions, ça c'est tout ce qui correspond à la mobilisation des différents corps constitués et des individus, hein, donc des citoyens, sur le développement de ça. Et puis le plan qualité de l'air qui existait autrefois et qui a été réintégré dans le nouveau PCAET. Ça, c'est les différentes formes que prennent le PCAET. Alors, sur les mobilités, encore une fois, je prends l'exemple des mobilités, mais le PCAET traite de beaucoup d'autres choses. Sur les mobilités, les mesures qui ont été prises dans ce PCAET, voilà, mettre en place une zone à faible émission, donc elle est en cours de travail en ce moment, hein, c'est-à-dire limiter la circulation des véhicules dans le centre-ville, mettre en œuvre le schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, voilà, mobiliser les différents acteurs économiques et poursuivre la décarbonation du parc des véhicules métropolitains. Ça, c'est le parc technique des véhicules devrait baisser de 40%. Ça, c'est des engagements de la métropole et voilà les engagements qui sont pris pour le développement des transports collectifs. Et on voit que dans le PCAET, il y a des actions qui correspondent aux mobilités qui sont importantes. Après, le PLU, et donc le PLUI, c'est vraiment l'application dans la chaîne des orientations globales du SRADET, puis dans le SCOT, et qu'on va retrouver de façon formelle dans le PLUI, qui est un document d'urbanisme extrêmement précis, puisque le PLUI, c'est le truc qui va vous délivrer les permis de construire. Hein. Donc, enfin, je veux dire, quand vous faites une demande de permis de construire, ça passe par le PLUI. Hein. Donc, c'est vraiment les documents d'urbanisme qui fichent les choses. Alors, l'origine du PLUI, ça succédait au plan d'occupation des sols. C'était prévu dans la loi SRU de 2000. Alors, tous les EPCI qui sont compétents en urbanisme ont un PLUI, enfin ont un PLU. Les PLUI, alors sur la métropole, il n'y avait pas de PLUI, il y avait des PLU pour les différentes communes. Donc là, on a maintenant la création d'un PLUI qui rentrera en vigueur, il est en cours de finition, il rentrera en vigueur, je pense, en 2025, début 2025, ça devrait être ça. Et pour l'instant, c'est encore les PLU locaux qui courent. Donc ça, c'est encore une fois extrêmement intéressant. Alors, le P2M, le plan de développement, le plan des mobilités, P2M, plan métropolitain des mobilités, est maintenant complètement intégré dans le PLU. Ça fait partie du PLU. Et c'est quelque chose qui a été adopté en novembre 2001, mais maintenant il est sous sa forme actuelle, il est complètement réintégré dans le nouveau PLUI qui va naître. Et donc, il faut évidemment qu'il soit compatible avec le SCOT. Donc, vous voyez que là encore, on a une intégration complète de ces différents documents. Le cycle, c'est 10 ans avec une révision quinquennale. En l'occurrence, je ne sais pas comment ça va se passer quand on a un PLUI, puisque il est intégré dans le PLUI. Donc, c'est le PLUI, c'est le régime de modification du PLUI qui va, lui, prendre en compte les modifications
sur le plan des mobilités. Alors, dans le cadre des mobilités, il y a énormément de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un très gros document. On pourrait faire une conférence complète sur le PLUI, sur le P2M, ce serait assez intéressant. Là, on voit qu'on a, je vous ai mis les chiffres parce que ça donne une dimension quand même assez intéressante. Alors, on a les bus à haute fréquence, avec le développement de 5 lignes, transport en commun. On a un certain nombre de voies dédiées. On a une flotte, ça c'est les objectifs de décarbonation. Il y a 50 millions d'euros qui sont investis déjà pour la ligne 1. Ça, c'est les documents, vous voyez, 300 millions d'euros investis en 5 ans. Là, on commence à être réellement dans le concret. Les objectifs, c'est effectivement diminuer la voiture, donc une gare ferroviaire, un objectif de 35% de déplacement en voiture contre 50% aujourd'hui. Donc, en fait, c'est 14% de baisse, je crois plutôt. Mais bon. Et demain, sur le plan vélo, demain, un territoire 100% cyclable, 68 millions d'euros investis. Sur le plan vélo, il y a quand même beaucoup de choses. Moi, j'aime bien le vélo. Je vois qu'il y en a aussi qui aiment bien le vélo. Ça, c'est le réseau cyclable existant. Alors, il a fait beaucoup de progrès en 10 ans, mais il n'est pas encore génial. En 2035, ce sera ça. C'est-à-dire qu'il y aura des interconnexions, des relais, etc., de l'intermodalité avec les différentes voies, avec les différentes postes, avec les gares qui sont situées sur les lignes, etc. Donc, on a un vrai développement et il y a quand même un certain nombre de choses qui vont bien se passer, à mon avis, sur le développement du vélo. Alors, Tu conclus là, parce qu'on aura dépassé. je m'arrête là. Je vais bientôt finir. Alors, pourquoi s'intéresser à ces documents? C'est ma dernière diapo. Simplement parce que dans le dialogue avec les collectivités et avec les élus, qui est quand même un des rôles qu'on fait, c'est très bien de parler des orientations de ce que fait le Shift et des documents qui sortent, mais c'est une vision extrêmement nationale, extrêmement méta. Et quand on discute avec des élus locaux et avec des acteurs vraiment du territoire, il ne faut pas qu'on soit vu comme délivrant un message parisien trop général. Et c'est extrêmement important de connaître le territoire et de connaître les besoins et les contraintes qui sont localement. Et ça permet de donner un peu d'épaisseur à ce que moi j'appelle le discours ACRT, le discours de la stratégie de résilience des territoires. On voit bien qu'au national, ils essayent de développer des outils pour que dans chaque territoire, on ait des éléments pour justement construire le dialogue avec les élus. Il faut travailler les documents locaux, c'est évident, pour pouvoir avoir une crédibilité dans les discussions qu'on peut avoir au niveau local. Bien sûr, dans les interventions qu'on peut faire par ailleurs dans les conférences locales ou des avis qu'on peut donner, il faut connaître les besoins du territoire et les objectifs et les stratégies. Donc ça, c'est indispensable. Et il faut bien sûr être en phase avec les différentes préoccupations des auditeurs, parce que quand on parle de mobilité à des gens de la commune X ou Y, c'est important de connaître les besoins et les problèmes qui se posent en local. Et si on veut être un peu pertinent dans les avis qu'on rend, il faut évidemment connaître les différents documents. A posteriori, je me dis que dans le PCAET, on a fait un certain nombre de recommandations dont personnellement, moi, je n'ai pas vérifié qu'elles étaient compatibles avec les objectifs qu'il y avait, par exemple, dans le SCOT ou dans le SRADET. Donc, peut-être qu'on a, voilà, là, je dis, outrepassé un certain nombre de rôles. Voilà, donc, bon, en plus de ça, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la COP territoriale, et dans laquelle il va y avoir un certain nombre de choses en particulier. Il va falloir, parce que tout ça va coûter de l'argent, il va falloir s'organiser, il va falloir mettre à jour le contrat métropolitain de relance et de transition écologique, qui est la base d'un contrat avec l'État, que la région signe, avec le département, la région, la métropole. Et c'est ça qui va servir de base à la réalisation de l'ensemble de cette modification et de cette planification de la transition. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ça doit se mettre à jour pour juillet. Et c'est le travail, tu peux peut-être dire 2 mots de la transition, en fait, de ce que vous avez vu avec On est surtout très fiers d'avoir été reçus par la préfète, qui nous a reçus déjà personnellement dans son bureau pour faire connaissance. Elle ne savait pas ce que c'était les shifters, du Shift Project, donc on a été reçus 3 quarts d'heure. Et puis la semaine suivante, on était invité à la réunion COP territoriale avec d'autres acteurs, beaucoup de maires, des entreprises, des administrations, voilà, pour bâtir ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais c'est la planification écologique au niveau du département. Ils veulent pouvoir vérifier et qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre comme c'est prévu au niveau national et que
ça décline bien dans chaque département. Donc, on a vu un peu la méthode. Ils vont faire une enquête auprès des communes. C'est ça l'action qu'ils vont mener, la préfecture. Une enquête auprès des communes pour savoir s'ils mettent des bornes de recharge, s'ils incitent aux pompes à chaleur, etc. Enfin, pour être sûr qu'on va décarboner. C'est très concret, en fait. Voilà, donc pour réussir cette transition, il faut connaître ces différents documents. Malheureusement, alors c'est un peu rébarbatif, hein, ils sont épais, mais quand on s'intéresse à un thème donné, si on traite par exemple les problèmes de mobilité, ben, en allant puiser dans ces différents documents, on voit bien qu'il y a une cohérence quand même et qu'on arrive à développer des choses et donc à insister sur certains points. Et là, le dialogue qu'on peut avoir, nous, ici en interne, c'est d'essayer de bien connaître ces documents pour être crédible avec les interlocuteurs qu'on va pouvoir avoir